Le linceul d'émeraude. Dans la forêt de Touques qui s'étendait jusqu'aux rives de cette mer qui sépare l'empire des Francs du pays des Anglais, s'élevait en cette année 932 de notre ère un puissant château fort. La nuit était close depuis longtemps. Le vent soufflait, furieux. De temps en temps, les rafales d'eau s'abattaient sur la forêt. Dans la chambre haute d'une des tours du château, auprès d'un grand feu de bois, assis dans un fauteuil de pierre, veillait, malgré l'heure tardive, un vieillard à la barbe blanche. Cet homme avait près de 100 ans. Sa taille, bien que réduite par l'âge, était encore supérieure à celle de la plupart des hommes. Mais qui eût pu reconnaître en ce vieillard Rollon, premier duc de Normandie, le fier viking qui, 60 ans plus tôt, avait ravagé ce pays, qu'il avait gouverné ensuite en maître légitime, et dont 5 années auparavant, il avait déchargé ses épaules fatiguées en faveur de son fils, Guillaume Longue-Épée. Les pensées du vieux roi de la mer n'étaient point des pensées souriantes, car son front s'inclinait vers le foyer, alourdi par de cruels soucis. Subitement, il se leva, étira sa vieille carcasse, et à grands pas fit le tour de la chambre. Il marchait le long des murs où étaient accrochés des trophées, là de lourdes épées que l'on maniait à deux mains, là des haches, là encore des images grossièrement taillées, celles d'Odin, le dieu du Nord dont il avait abandonné la religion. Il s'arrêta devant une masse de ferronnerie, toute rouge de rouille. « La serrure de la porte de Paris », murmura-t-il bien bas. Après être resté un moment en contemplation devant cette relique, il se rapprocha du feu, et celui qui eût été dans la chambre l'eût entendu se répéter à haute voix. « Un linceul blanc ! Mais non, pas un linceul blanc !» Un moment, il reprit sa promenade à longues enjambées, puis il revint s'asseoir dans son fauteuil de pierre. Dehors, le vent soufflait et secouait le volet qui défendait la fenêtre. Une rafale plus brusque refoula un instant la fumée de la cheminée. Le vieillard éleva la voix. Cette voix était encore forte et impérieuse. « Harold ! Harold !» cria-t-il. On entendit un pas lourd dans l'escalier qui reliait l'étage inférieur de la tour de la chambre du vieux duc. Un autre vieillard apparut, plus courbé que Rollon, la face ornée comme la sienne d'une longue barbe blanche. C'était le lieutenant du chef, son vieux compagnon, qui, avec lui, avait parcouru les mers, pillé les rivages, partagé les périls, les labeurs et le butin. Jamais il n'avait quitté Rollon, et maintenant encore il vivait en sa compagnie. En arrivant devant son maître, Harold bâillait à se décrocher la mâchoire. « Tu dormais, Harold ?» répondit Rollon d'un ton agressif. « Oh, certes oui, répondit l'autre. Et que pourrait-on faire de mieux à cette heure que de dormir sur une paillasse moelleuse sous les chaudes couvertures alors que le vent souffle et que la pluie tombe ? Moi, répliqua le chef, je ne puis sommeiller. Je songe aux ancêtres et à mes vikings glorieux, à nos propres travaux. Précisément, ces travaux ne nous ont-ils pas acquis le droit de nous reposer et de passer à d'autres ces armes que nous sommes trop vieux pour porter ? Rollon ne répondit pas à cette réflexion. Il se dressa devant son lieutenant, et montrant les murs de la salle, il lui dit d'une voix sombre. « Tu te souviens du temps où, montés sur nos navires étroits, nos dracars à la proue sculptée à la ressemblance d'un dragon, nous sillonnons la plaine des Mouettes ? Te souviens-tu de nos expéditions le long de la Loire riante ou sur les rives brûlées de la Rue d'Espagne ? Te souviens-tu des nuits passées à lire notre route dans les étoiles et des journées de combat contre les milices franques levées en hâte pour nous arrêter ? Te souviens-tu des tempêtes qui nous secouaient et où tant des nôtres ont laissé la vie ? » ?»« Je me souviens, dit Harold. Mais ne fait-il pas bon de vivre dans une maison bien close ? Et le bruit du vent n'est-il pas moins redoutable derrière les volets épais que lorsque sur l'océan on est exposé à sa rigueur ? Te souviens-tu que les peuples fuyaient à notre approche ? S'exaltait le chef. Ils désertaient les villes et couraient dans les campagnes, et nous pouvions piller les châteaux, saccager les maisons, brûler les récoltes. Et si nous rencontrions des hommes qui nous faisaient résistance, nous les passions au fil de nos épées. Comme il est meilleur de vivre parmi la population paisible, de regarder fumer la cheminée du laboureur, de voir jaunir le blé dans les sillons et de prélever un impôt légitime sur le travail pacifique. Quelle joie c'était, après nos expéditions, de nous retrouver dans les fjords glacés des mers scandinaves et de boire de l'hydromel, assis en rond près des noirs sapins des rivages. N'est-il pas meilleur de boire le jus du raisin ou de la pomme auprès d'une table bien servie ? Te souviens-tu, Harold,
quand nous avons été mettre le siège devant Paris, qui déjà avait subi l'invasion de nos pères? Te souviens-tu quand cette ville, fière, défendue par le comte Eudes et Goselin, son évêque, faillit tomber entre nos mains? Certes, le courage de ses habitants nous empêcha de pénétrer dans l'île, mais quelle grâce ripaille nous fîmes quand cette abbaye de Saint-Germain-des-Prés où nous étions établis, le roi Charles dut payer rançon pour nous faire partir. Mais combien de nos compagnons restèrent pour toujours sur les rives de la Seine, et quel échec nous subîmes dans Chartres. Oh, je ris encore quand je pense à cette terre de Normandie que nous avions saccagée et à cette ville de Rouen que Charles le Simple nous fit redemander en vain. Oui, mais à Saint-Clair-sur-Epte, Charles te fit duc et tu régnas paisiblement sur cette même Normandie. Oh, en effet, ce fut une joyeuse journée que celle du traité de Saint-Clair. Tu te rappelles que, devant prêter foi et hommage au roi Charles, on émit la prétention, suivant le cérémonial, de me faire baiser son pied droit? Le vieil Harold éclata de rire. Oh, si je me souviens, c'est moi que tu chargeas d'accomplir pour toi la formalité. Mais comme je ne voulais pas me prosterner à terre, je pris le pied du roi et le portai à mes lèvres, ce qui fit que le monarque chut de tout son long sur le pavé. Un moment, ce souvenir égaya les deux vieillards. Mais Roland, à nouveau assombri, se mit à parcourir furieusement sa chambre. Il revint encore se camper devant son lieutenant. « Te souviens-tu, dit-il apprenant, de ce comte de Bayeux, que je réduisis à me donner en mariage sa fille Popa? Oui, mais après Saint-Clair, le roi Charles te fit épouser sa propre fille, Gisèle. Ah, être encore parmi mes vikings, le roi de la mer que l'on craint et que l'on redoute. Oui, mais être le duc de Normandie que l'on aime et que l'on respecte. On m'appelait Rolf le marcheur parce que j'étais à pied devant mes troupes et que l'on ne trouvait pas de cheval assez fort pour me porter. Aujourd'hui, tu peux aller partout en litière. Partout où cela te plaît. J'adorais, dans les bois, sur la mer, Odin et ses compagnons, nos dieux du Valhalla. Tu assistes maintenant à la place d'honneur aux cérémonies des chrétiens où brûlent les cierges et l'encens. Lentement, Roland releva son front et regarda Harold dans les yeux. J'avais des amis alors, je n'en ai plus aujourd'hui. Mon fils, Guillaume Longue-Épée, ne songe qu'à gouverner les pays que je lui ai donnés. Il favorise le laboureur, il encourage le marchand, et moi je suis seul. Toi-même, mon vieux camarade des mers et des combats, tu es satisfait. Tu préfères les grâces pleines aux mouvantes étendues de l'océan. Je m'en irai donc seul, là où je dois aller. Harold eut un sursaut. Il saisit brusquement la main du chef vénéré. « Oh, Roland! Je ne mérite pas que tu me tiennes un pareil langage. Oui, je suis heureux de jouir des fruits de tes victoires remportées par ton intelligence et ton courage avec notre aide, à nous, tes serviteurs, et à tous ceux qui ne sont plus. Mais si tu me disais que mes reins presque centenaires doivent se ceindre du baudrier et que mes vieilles mains doivent encore porter pour ta défense l'épée de fer, tu me trouverais à tes côtés. Parle, que je t'obéisse. » Les traits de Roland se détendirent, et peut-être une larme coula-t-elle de ses yeux, mais cela on ne saurait l'affirmer, car jamais on n'avait vu pleurer le roi de la mer. Cet attendrissement fut court, et il reprit vite son maintien volontaire et brutal, et ce fut d'une voix brève qu'il répliqua. « C'est bien, Harold, tu es digne de ton passé. Écoute, je sens que la mort est proche. Un de ces jours, je m'aliterai pour ne plus me relever. Je fermerai les yeux, et quand mon âme ira rejoindre celle des ancêtres, mon fils et ses serviteurs m'enseveliront à la manière des seigneurs de la terre et envelopperont mon corps dans un linceul blanc. Ce ne doit pas être le seul linceul qui convient à un viking et le flot vert de l'océan. Souviens-toi qu'Odin, sentant approcher la mort, s'embarqua pour un grand voyage et ne débarqua que dans le Valhalla. » Alors on put voir les deux vieillards se ceindre des armes qu'ils avaient peine à apporter. Ils descendirent l'escalier de la tour. Ils sortirent du château et s'en allèrent vers le rivage. Sur la plage étaient des barques de pêcheurs. Dans le vent, sous la pluie, ils se mirent à en pousser une vers la mer. Le travail était rude à leurs membres raidis. Ils entraient dans l'eau jusqu'à mi-jambe, semblant insensibles au froid. Quand la barque fut à flot, péniblement ils s'y glissèrent. Le vent venait de terre. De leurs doigts gourds, ils parvinrent à étendre la voile. Le vieux roi de la mer se mit au gouvernail, la barre cingla vers le large. Jamais on ne revit Roland, le farouche pirate, le rude conquérant. Sans doute mourut-il dans l'élément qu'il avait aimé et dompté.
Ceci explique pourquoi, dans aucune église de Normandie, on ne trouve le tombeau de Rollon, son premier duc, dont le cadavre eut pour l'ensevelir le linceul qu'il souhaitait, le linceul d'émeraude.